Bonjour, on est mardi, donc c'est l'heure de la vidéo, et les envois sont terminés. Enfin, ceux de la semaine dernière en tout cas. Regardez. Et ici, j'ai pris un petit tas d'enveloppes pour vous montrer un peu les destinations qu'il y a. Pour la Belgique, l'Allemagne, le Chili, l'Autriche, Singapour, l'Australie, le Canada, les États-Unis, la Suède, le Royaume-Uni, l'Italie et la Suisse. Et tout ça alors qu'on est quand même confiné. Donc, d'habitude, il peut y avoir beaucoup plus de destinations. Donc, j'ai introduit ces aspects-là, l'aspect international de la vente de cartes Magic, pour contextualiser un peu ce jeu et raconter un peu son histoire à travers cette vidéo, et expliquer aussi pourquoi je suis passé de ça à ça, et ça. Avant de parler des cartes, on va d'abord parler de l'entreprise qui les produit. C'est-à-dire Wizard of the Coast, c'est l'entreprise qui distribue les cartes depuis 93. Elle a été créée un petit peu avant, et en 93, Richard Garfield crée le jeu Magic l'Assemblée, donc Magic the Gathering, et commence à distribuer les cartes, d'abord aux États-Unis, au sein de cette entreprise. Puis elle grandit, en 97, et il rachète la franchise Donjons et Dragons. Et en 99, un géant de l'industrie du jeu, Hasbro, rachète Wizard of the Coast. Donc ça devient une filiale d'Hasbro. Alors on va voir ce que c'est qu'Hasbro avec ce visuel-là. C'est une entreprise qui a été créée en 1923. Au début, c'était plutôt pour faire de la papeterie. Et puis, ils sont devenus une industrie du jeu des années et des années plus tard. Ils ont quand même réussi à grandir et construire une grosse boîte alors que c'était la Grande Dépression, pour arriver de nos jours en étant coté sur le New York Stock Exchange, avec une capitalisation de 10 milliards, avec 6000 employés, en faisant un chiffre de 5 milliards par an en dollars, et avec des bénéfices qui sont quand même importants, plus de 10%. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est les cartes Magic. Allez, c'est parti en 93 pour l'édition Alpha. Donc 295 cartes, moins 2 cartes, parce qu'ils ont oublié d'imprimer 2 cartes au début. Donc l'île volcanique Alpha, ça n'existe pas. N'en achetez pas, c'est des fausses. Et attention, ça coûte un bras. Et d'ailleurs, toutes les cartes de l'édition Alpha maintenant ont de la valeur, du fait de leur rareté, parce que ça a été imprimé à un nombre d'exemplaires qui est limité, et puis les cartes ont été quand même souvent beaucoup manipulées, donc réussir à en trouver en bon état, c'est difficile. L'édition a été distribuée qu'en anglais au début, évidemment, c'était plutôt pour les Américains, donc ils ne sont pas amusés à faire ça en d'autres langues. Et puis maintenant, il y a un phénomène de rareté qui est quand même très important. Et donc toutes les cartes ont de la valeur, notamment les rares qui valent souvent des centaines d'euros au minimum, et les cartes les plus emblématiques de Magic qu'on appelle le P9 qui valent des milliers et des milliers d'euros, dont le Black Lotus par exemple. L'édition bêta, ça regroupe exactement les mêmes cartes, donc c'est une réimpression de l'édition alpha, ça s'est fait la même année. Cette fois-ci, ils ont rajouté les cartes qui manquaient, ils ont rajouté quelques visuels sur les terrains de base, ce qui fait qu'il y a 302 cartes dans l'édition. Et toujours dans cette distribution de cartes, les cartes étaient vendues sous forme de sachets de 15 cartes, c'est-à-dire des boosters. Et ça, c'était il y a quasiment 27 ans. Et on verra plus tard que en fait, ça n'a pas beaucoup changé. C'est justement pour ça que c'est possible de vendre des cartes à l'unité. Donc l'édition bêta, même principe, beaucoup plus de tirages, 7,8 millions d'exemplaires. Les cartes sont bord noir et c'est différent parce que juste après, dans la même année, ils nous sortent l'édition Unlimited, toujours en anglais, mais cette fois-ci, les cartes ont des bords blancs pour expliquer le fait que c'est vraiment des réimpressions et donc c'est à tirage illimité. Enfin, je crois qu'à l'époque, c'était ça l'idée de cette édition. Il y a eu un grand nombre d'exemplaires de cartes qui ont été imprimés. Puis le jeu s'est développé et l'international est arrivé avec l'édition 3e bord noir. Donc c'était aussi une réimpression des éditions de base, mais avec pas les grosses cartes du P9, donc les cartes les plus fortes. Donc l'édition sort en français, en allemand et en italien. Donc je vous ai mis tous les visuels dans le Sera possible. Mais ça ne s'arrête pas là. Le jeu continue de se développer à l'international au niveau de l'Europe. En 95, avec la 4e édition, il y a plusieurs langues qui apparaissent en plus. Le portugais, le japonais et l'espagnol, par exemple. Et vous avez le visuel d'un oiseau de paradis qui permet d'ajouter un mana de n'importe quelle couleur. C'est fort. Ensuite, en 98, on est toujours à 7 langues. Et en fait, j'ai rajouté un visuel de l'année 2019 avec la Séraphine de la Balance qui nous montre toutes les langues qui sont disponibles actuellement pour Magic. Et donc on a le russe, le coréen, le chinois traditionnel, le chinois simplifié qui sont rajoutés. Et ça a été disponible dès l'édition de base en 2011 sur M12, je suis allé vérifier.
Tout ça pour dire que ça fait maintenant un paquet de temps que les cartes Magic sont disponibles dans un grand nombre de langues. Donc ça peut commencer à expliquer pourquoi il y a des joueurs partout dans le monde. Mais il va d'abord falloir parler un peu du jeu en lui-même. Magic, c'est d'abord un jeu de face à face, de confrontation. On essaie de gagner ou de s'amuser le plus possible et de créer des situations qui sont extrêmement périlleuses, marrantes ou sournoises ou diverses autres manières qui puissent exister. Et ça se fait en interaction avec une personne qu'on a en face de nous. Donc il y a une expérience de jeu qui est émotionnelle, qui est forte. Et il y a évidemment aussi une part d'aléatoire, il y a une part de stratégie, et il y a une part de capacité à bien jouer ses cartes, c'est-à-dire d'être à ce qu'on fait et de pouvoir comprendre toutes les possibilités que le jeu offre dans la situation dans laquelle on est. Puis après, bon, il y a encore d'autres aspects, d'autres stratégies suivantes quand on commence à devenir un peu plus compétitif. Mais déjà, ce genre de choses-là, c'est-à-dire le jeu entre personnes, ça se produit beaucoup plus facilement dans des magasins. Et en fait, les cartes Magic ont été distribuées dans des magasins de jeux traditionnels qui offraient déjà des tables, des environnements et des joueurs pour pouvoir jouer entre amis ou découvrir d'autres personnes. Et c'est ça qui a été mis en avant, et c'est pour ça que le jeu a réussi à faire une croissance qui était extrêmement rapide, car il n'a pas eu besoin d'ouvrir des magasins. Il a pu se développer et trouver des partenaires à travers le monde, et fidéliser les commerçants pour qu'ils proposent leurs produits. En faisant une petite recherche rapide, on obtient 35 millions de joueurs à travers le monde, répartis dans 70 pays, et ça c'était il y a environ 1 an et demi sur une recherche de base. Après, ça va être très difficile de réussir à avoir des chiffres concrets, mais c'est déjà une base de réflexion. Pour le 25e anniversaire de Magic, il a été mis en place un site sur lequel on retrace toute l'histoire du jeu, de 1993 à maintenant, en passant par de nombreuses étapes, toutes les éditions qui sont sorties, les tournois internationaux, les éditions qui sont sorties dans plusieurs langues, des illustrations encore et encore, pour finalement décrire un petit peu cet univers qu'est Magic en mettant quelques étapes, notamment des publications, des sorties, des tournois, des championnats du monde, des Pro Tours, et rendre un peu aussi international ce jeu, et donner quelques aspects avec des drapeaux, des nationalités, mettre en avant le fait qu'il y ait des joueurs qui viennent de toute la Terre qui jouent à ce jeu. Puis aussi des faits et des chiffres. Dans les faits et les chiffres, il nous raconte la quantité de cartes qui a été imprimée. Donc on compte 20 milliards entre 2008 et 2016, c'est-à-dire en 8 ans. Et 20 milliards de cartes, c'est beaucoup. Et donc là, il nous faut un calcul. Si par exemple, on les alignait, ça ferait 1,7 million de kilomètres. On pourrait aussi faire 4,6 fois la distance Terre-Lune. Et si on les empilait, ça ferait la hauteur de l'Everest 600 fois. Et ainsi de suite. Du coup, ils nous font le petit calcul. Et ça fait 35 000 tonnes. Donc j'en ai déjà une chez moi. Mais bon, entre 93 et 2008, il y a aussi beaucoup de cartes qui ont été imprimées. Donc il y en a vraiment beaucoup dans le monde. Et puis, il y a aussi cet aspect artwork qui est vraiment mis en avant. Et quand on voit le coup de cœur des fans, ce qu'on nous propose tout simplement, c'est de prendre des fonds d'écran de Magic. Et aussi de partir à la conquête de tout ce qu'on appelle la storytelling de Magic, à travers des articles, des histoires et des informations complémentaires, pour vraiment rentrer dans cet univers. Et en fait, même, on parle même plus d'univers, c'est écrit ici. Notre multivers. Un seul univers, c'est pas suffisant pour Magic, il y en a même plusieurs. Magic réunit, par exemple lors de Grands Prix, donc là j'ai fait une recherche toute basique, et on voit des personnes, des milliers de personnes qui sont assises sur des tables pour se confronter, pour jouer aux cartes, dans une bonne ambiance, la plupart du temps en s'auto-arbitrant, et parfois dans des barrières de langage, parce qu'on va pouvoir jouer contre des personnes qui ne parlent pas notre langue, et donc les Magic vont dans ce sens-là réunir vraiment les gens, et on comprend que c'est vraiment des gens qui sont passionnés, parce qu'ils font parfois des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres, qui font du covoiturage, qui se débrouillent pour pouvoir être présents à ce genre d'événement. Alors Magic the Gathering, donc, c'est quelque chose qui rassemble les gens, ça les fédère. Il y a même des événements qui sont organisés tous les vendredis, ce qu'on appelle le Friday Night Magic, et dans quasiment toutes les boutiques qui vendent des cartes Magic, c'est-à-dire qu'ils sont organisateurs d'événements. Donc c'est vraiment parfait si on veut découvrir le jeu, si on veut se faire des nouveaux amis et si on veut se marrer un peu. Et puis surtout, ça permet
de rencontrer des gens qui vont nous accueillir parce qu'on n'est pas que un joueur, on est aussi un membre de la communauté et on peut se pointer dans un magasin, même si on est dans une autre ville, on peut trouver un magasin, se pointer, dire qu'on joue au Magic et commencer à faire la causette avec un grand nombre de gens, et ce, quasiment dans n'importe quel pays. Même moi, dans quelques boutiques où je vais régulièrement, c'est pas rare de tomber sur quelqu'un qui est étranger, qui vient faire une partie de Magic et qui vient se frotter un peu aux autres joueurs du monde. C'est quelque chose qui a de la valeur et qui permet vraiment euh, de montrer on aime bien ce jeu, quoi. C'est aussi une manière de se mélanger et c'est pas quelque chose qui est transposable à beaucoup d'autres choses. C'est vraiment quelque chose qui est assez unique et qui témoigne de ce qu'on peut appeler la passion. C'est une passion pour le jeu et elle transcende les multivers et les dimensions, si je puis dire. Enfin bref. Mais à côté de ça, même moi en étant vendeur, je suis aussi joueur depuis quasiment 20 ans maintenant. J'ai déjà eu des cartes il y a une vingtaine d'années d'entre les mains. Et donc je ne suis pas que vendeur, je suis aussi joueur, je suis aussi membre de cette communauté. Et en fait, je pense que la plupart des gens qui vendent des Magic ont aussi ce grain-là, si je puis dire. Ce qui veut dire qu'en fait, en faisant le commerce de ce jeu, d'une certaine manière, je suis en concurrence, mais pas avec d'autres personnes. Je suis en concurrence avec un niveau de passion d'autres personnes. C'est un peu différent. Et puis, ça demande plus de boulot et il faut pas compter ses heures. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc c'était un petit peu théorique, c'était juste sur le contexte et le jeu en lui-même. La semaine prochaine, on va essayer d'étudier un petit peu d'autres cas de figure, simplement en comparant ce que les autres boutiques sur ma plateforme de vente font, au niveau des annonces et au niveau de l'organisation et de la présentation de leur boutique. Donc ça va être assez intéressant de regarder juste les faits et de comparer dans ce que je fais, ce qu'elles font, ce qui a l'air de marcher et ce qui ne marche pas. Allez, à mardi.